Bien, je vais demander à... Quand on regarde un film comme celui-là, faut laisser décanter un peu, comme on dit dans le Bordelais. Je vais demander à Mariam Touzani de bien vouloir venir me rejoindre et on va essayer de parler avec elle de ce film dans lequel elle est interprète et qu'elle a également scénarisé, co-scénarisé. Mariam Touzani. Ça va? On s'assoit? Merci, oui. Allez, on s'assoit. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires, des critiques après ce film? Alors, il y a peut-être maintenant des précisions qu'on peut donner. Ce film a été réalisé en combien de temps? Montage, tournage? Tournage 9 semaines, montage beaucoup plus. Ce qu'on évoquait déjà un peu tout à l'heure, c'est le fait que vous êtes devenu interprète alors que vous aviez déjà largement écrit le scénario. Comment s'est posée la question de Mariam devient comédienne d'un film qu'elle a écrit? Nabil c'est inspiré un peu de ma personne dans la vraie vie pour le personnage de Salima. Et je pense que c'est là où est née l'envie chez lui de me tester à ce rôle. Et moi, je l'ai su après. Donc, c'est après avoir écrit le scénario qu'il m'a proposé de passer des essais. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et vous allez recommencer à être comédienne, veux-je dire, hein? À être comédienne, si on me propose des rôles qui ont un vrai sens pour moi, oui. Ce rôle-là avait donc un vrai sens. Question, interrogation? Ce qu'on appelle, c'est un effet de sidération. Voilà une question qui arrive là-haut. Oui, on vous écoute. Oui, bonjour. Je voulais savoir ce que crient les gens à la fin du film quand on les voit la nuit avancer avec les bâtons, en même temps que se déroule la fête. Là, il n'y avait pas de traduction. Je me demandais ce qu'ils criaient. C'est des cris de colère. C'est des cris comme souvent comme des cris qu'on a entendus lors des printemps arabes. C'est des cris de dénonciation. En tout cas, bravo pour ce film. Question, interrogation? Oui, on vous apporte le micro. Oui, bonsoir madame. Pourquoi vous avez appelé le film Razia? On a appelé le film Razia parce que Razia est un mot qui signifie, qui a une vraie signification pour nous, dans le sens où les razzias étaient à l'époque des invasions, donc quand on allait conquérir un territoire et qu'on prenait voilà, s'approprier des choses qui n'étaient pas à nous. Et là, en parlant de l'appropriation des libertés individuelles, forcément, c'est ce genre d'appropriation, c'est ce genre de vol, c'est une razzia sur notre personne. Et quand on vient nous voler quelque chose, il y a un moment où forcément on se révolte et on veut la reprendre. Vous parliez de printemps arabe, Mariam, il y a une seconde. Vous les avez vécus. J'imagine que par rapport à la proposition que vous nous faites comme scénariste, comme comédienne, avec Ayouch, il y a quelque chose que vous avez vécu intensément, personnellement, au moment des printemps arabes. On est quelques années après les printemps arabes. Vous êtes triste de la manière dont ça a tourné ? Vous voulez dire dans toute la région ou dans toute la région et chez vous, même si le
le Maroc, de ce point de vue-là, a évolué plutôt dans le bon sens. Oui, le Maroc a évolué dans le bon sens. En tout cas, le Maroc est un pays qui est très attaché à son roi et à sa stabilité, et qui aurait pu basculer, mais qui n'a pas basculé aussi parce qu'il a cet amour-là profond de la personne du roi. Et qui a su aussi, après les printemps arabes, revoir la Constitution, faire des changements qui n'avaient jamais été faits avant. Donc ouvrir les voies du possible d'un changement qui a eu cette sensibilité, cette intelligence. Les femmes méritent mieux au Maroc aujourd'hui? Les femmes méritent mieux partout aujourd'hui. Et au Maroc aussi, évidemment. Question, interrogation? Oui, vous pouvez applaudir. C'était quand même un beau film de femmes aussi, quand même. Hein, et tout à l'heure, je disais à Mariam, parce qu'on a fait un entretien pour Des mots de minuit, je disais à Mariam, il y a une expression, enfin, la question du sens des mots ou des expressions. Et on discutait d'une expression tout à l'heure, la cigarette après l'amour. Alors on sait ce que ça veut dire, la cigarette après l'amour. Normalement, et c'est une manière de faire du cinoche aussi. Hein. La cigarette après l'amour, normalement, c'est le moment de l'apaisement, le moment de l'après-désir, le moment de l'après-l'acte sexuel. Or là, la cigarette après l'amour, c'est intéressant dans ce film parce qu'on peut lire l'expression à contresens. C'est-à-dire que cette femme qui rallume la cigarette que lui a interdite son mari, c'est une femme qui prend sa liberté et qui donc abandonne son couple, donc son amour. Et c'est donc la cigarette après l'amour. Mais dit autrement. C'est la cigarette après la découverte aussi et l'amour d'elle-même aussi. Pas l'amour de l'autre uniquement. Le respect de soi. Le respect de soi, oui. Et cette cigarette, en fait, représente un défi pour cette femme. Parce que prendre cette cigarette devant son mari veut dire beaucoup de choses. Et c'est justement de ça qu'on parle, de petits gestes anodins, qui semblent anodins, mais qui ne le sont pas en réalité. Des petites luttes comme ça qu'on ne voit certainement pas. Mais qui peuvent faire basculer une société dans un sens ou dans un autre. Et cette femme qui décide de garder son enfant. Hein. Et cette femme qui décide de garder son enfant parce qu'elle a un espoir en l'avenir. Et parce qu'elle a envie de se battre et qu'elle est prête à se battre. Oui. Oui. Il tombe des jeunes hommes parce que il y a quelques années, dans les quartiers un peu difficiles de Casablanca, il y avait des rafles faites par la police qui justement tendaient les jeunes qui avaient des coiffures provocantes. Des coiffures provocantes qui montraient ces différences parce que c'était aussi assimilé à une forme de violence qui a eu lieu dans ces quartiers, mais ils ont fait un amalgame. Et donc du coup, ils commençaient à tendre tout ce qui dépassait, tout ce qui était différent. Et c'était très violent. Et là, on est en quelle année? Là, on est en 2015. Ah oui, ça se passe aujourd'hui, oui. Oui. Non, pas comme celle-ci. La question des émeutes. Hein, je m'exprime ou pas? On vous apporte le micro, madame. Non, je me demandais si les émeutes il y avait eu des émeutes comme ça en 2015 à Casablanca. Non, il n'y a pas eu ce genre d'émeute à Casablanca, justement. Ça, c'est une partie de la fiction. Ça, c'est notre sentiment. D'accord. C'est un film courageux, ici. Là-haut, pardon. Excusez-moi. C'est un film courageux, encore une fois. Comment il a été reçu au Maroc, ce film? Est-ce qu'il a déjà été montré? Il va être montré au Maroc, il sort en Maroc en février. Ah oui, donc on n'en est pas encore à la question. Enfin, on n'en est pas encore à la possibilité de la réponse. Mais en tout cas, le film peut être montré au Maroc, il le sera en février. Much Love avait été beaucoup plus contesté. Il y avait eu cette polémique, parce que parler de la prostitution au Maroc, comme avait fait Ayouch précédemment, c'était quand même aussi extrêmement compliqué. Mais on peut imaginer que celui-là va aussi poser question.
Il va poser question, mais Much Love avait été interdit. C'est ça la différence. Absolument. Donc Much Love n'avait pas pu rencontrer son public. Et il y avait eu à la place d'un vrai débat, il y a eu un débat qui n'avait rien à voir avec le débat réel qui devait avoir lieu, une violence sans égale. Ce que je vous disais tout à l'heure, ce que je trouve aussi très intéressant dans ce film-là, j'évoquais tout à l'heure devant les lycéens cette image que moi j'ai toujours en tête, qui est dans les années 80-90 au Liban, quand on était en pleine guerre à Beyrouth, il suffisait de décadrer un peu pour que sur cet angle-là de la caméra, vous aviez des gens qui faisaient de la planche à voile. Et puis, dès qu'on recadrait un peu, on avait la guerre entre factions rivales dans la ville de Beyrouth. Et vice-versa. Hein. Mais le point de vue, et je me dis que dans ce film-là, c'est de la même chose. C'est-à-dire qu'en fonction de là où la caméra regarde, elle ne dit pas la même chose. En France, en 1995, il y a des émeutes dans les quartiers dits difficiles. Et puis, en même temps, dans les restaurants du 8e arrondissement à Paris, on mange normalement et voilà. Donc ce que dit aussi ce film, ça nous permet aussi de nous regarder nous-mêmes, c'est-à-dire que nous sommes là heureux dans cette salle de cinéma, dans un pays qui est extrêmement riche, la France, qui fait partie des pays les plus riches du monde, et pourtant nous sommes dans un pays où il y a 8 millions de pauvres, 10 millions, c'est énorme. C'est énorme, il suffit de décadrer un peu. Et votre film est un film de décadrage, et en ce sens, il est sidérant. Pardon d'avoir, fin de parenthèse, je dis des conneries moi sans arrêt, mais c'est incroyable cette affaire. Là-bas, il reste une question là-haut, oui. Là, pardon. Encore les cris de la foule presque à la fin du film. Étonnamment, j'ai trouvé un rythme que je connaissais. Mais c'était des cris de victoire, ce que je connais toujours. Ça a commencé au Chili. El pueblo unido jamás será vencido. Ça est passé au Portugal en 74-75. O povo unido jamais será vencido. Le peuple uni, jamais on le... ne sera vaincu. Oui. Vous pouvez nous dire, parce que vous nous avez dit que c'était des cris de colère, vous pouvez nous dire les mots et, parce que je suis portugais, excusez-moi, mais ce qui m'a étonné vraiment, c'est que le rythme des mots scandés par la foule, je le connaissais. C'est pour ça quels sont les mots, ou s'il n'y en a pas, et qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Alors les mots sont Berroh, Biddem, Nefdika ya Maghreb. Avec notre sang, avec notre âme, nous te vengerons, Maroc. Faut venger le Maroc de quoi? Venger le Maroc de tout ce qui l'empêche de pouvoir s'exprimer comme il le veut, je pense. Quand on parle de liberté individuelle, quand on parle d'espace de liberté, je pense qu'on parle de ça. Et là, c'est une colère qui est, comment dire, une colère sourde pendant tout le film. C'est une tension sous-jacente qu'on ressent au quotidien, de gens qui sont pas heureux de pas pouvoir accomplir de choses, de pas pouvoir aller au-delà de certaines, de se libérer de leur chaîne en tout cas. Et après, bien sûr, on parle de l'échec du système éducatif, de tout ce que ça a engendré, de où on en est dans notre société aujourd'hui à cause de ça, du clivage social, de toutes ces insatisfactions, de toutes ces peurs aussi, de la peur de l'autre qu'on ne connaît pas, du jugement qu'on a de l'autre, du mépris parfois qu'on a de l'autre. Et là, c'est quelque chose qui remonte comme un cri de colère.
cri de liberté aussi, mais cri de colère. L'autre est femme, est homosexuel, est juif, est berbère, etc., etc., etc. Il y a 3 langues dans votre film. Il y a le berbère, il y a l'arabe, il y a le français. Quelle est la place de ces 3 langues au Maroc aujourd'hui ? Alors le Maroc est un pays multiple qui s'est construit sur la diversité, et la place de la langue aujourd'hui est très difficile à définir et très importante à comprendre, parce que ça explique beaucoup de maux desquels souffre notre société. Le français, par exemple, est une langue qui est essentielle, qui est indispensable pour une ascension sociale. Or, dans l'école publique, on enseigne. C'est redevenu une langue d'enseignement depuis quelques mois uniquement. Pendant 30 ans, ça ne l'a pas été. Donc, du coup, ça a créé une société qui fonctionnait à 2 vitesses, où les enfants de ceux qui étaient privilégiés allaient dans des écoles étrangères et pouvaient donc avoir accès à un avenir meilleur, et les autres, comme Hakim, essayaient, mais n'y arrivaient pas, et ramaient. Et la place du berbère aujourd'hui, et la question entre le berbère et l'arabe, parce que ça fait partie de l'arabisation ou de la marocanisation en termes quand on a dit la question quand les enseignants français allaient au Maroc, il y a eu une époque où on a marocanisé, et donc les Français ont été moins bien vus dans l'éducation marocaine. Il y a eu une période où on a arabisé l'enseignement, et ça a commencé dans les années 60, après le protectorat. Dans le but d'unifier le pays et de revendiquer ces racines arabes. Alors que les racines marocaines ne sont pas des racines arabes, mais des racines multiples dans les racines berbères. Et donc, en gommant la langue berbère, on a voulu aussi unifier le pays. Donc, en gommant ces différences qui font de ce pays ce qu'il est. Aujourd'hui, la langue berbère a retrouvé une place réelle, mais après 30 ans. Une génération et demie. Est-ce qu'il reste une question ? Est-ce qu'il reste une interrogation ? Oui, je voulais dire, Casablanca a toujours été ici en haut là. Casablanca, en haut à droite, a toujours été le poumon économique du Maroc. Et on retrouve cette scission, et le film a été tourné à Casablanca, et on retrouve encore dans le film cette scission que moi j'ai connue il y a quelques années, puisque j'ai vécu au Maroc. On retrouve cette scission dans ce film entre, disons, le sud du Maroc, le Bled, et puis Casablanca, qui est une ville à part. D'ailleurs, les manifestations se passent à Casablanca. Je pense que ce n'est pas pour rien. Vous voulez dire pourquoi Casa et la ville, c'est le lieu. Pourquoi Casablanca ? Oui. Oui, Casablanca est le lieu où les choses les plus... c'est New York. C'est le New York marocain. Ouais. Et puis par ailleurs, il faut se réapproprier Casablanca aussi dans l'histoire, puisque le film Casablanca a été tourné à Los Angeles intégralement. Donc la manière dont on a mythifié Casa par ce film, et la manière dont les Marocains ou les grands-pères des Marocains dont on parle dans le film se le sont appropriés était impropre, puisque pour le coup il n'y a jamais eu Humphrey Bogart à Casablanca quand ça a été tourné. J'ai une toute dernière question pour conclure. Merci de vos interrogations, merci de vos remarques. Le prochain film est déjà écrit, est déjà scénarisé par une certaine Mariam Touzani, c'est ça ? Ouais. Il paraît que c'est déjà écrit. Ça dit quoi, le prochain ? Le prochain film de Nabil ? Non, mais de celui que vous avez scénarisé. Il y en a 2, parce qu'il y a un prochain film de Nabil Ayouch. Et puis, pour la première fois, vous étiez comédienne, après avoir été scénariste, et vous allez devenir réalisatrice d'un long métrage aussi. C'est un secret ? Non, c'est pas un secret. Et ça va parler de quoi ? Ça parle du combat d'une mère célibataire au Maroc, où un enfant né hors mariage n'a pas d'identité. Merci à vous. Merci. Merci à vous.